Bonjour à tous. Alors on va parler un peu de patrimoine horloger. C'est une manière d'avoir une entrée par l'autre côté sur la question des publics et des publics participatifs. C'est de partir de la thématique de la collection pour voir ce qui se fait ou ce qui peut se produire. Alors, comme David Vieux le disait, j'ai un pied du côté de la conservation-restauration et un pied du côté du travail de musée de type recherche historique. Donc ça me permet d'avoir connaissance d'un certain nombre de projets, de participer à certains de ces projets qui présentent ce double aspect, conservation, manipulation et recherche historique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en premier lieu, le patrimoine horloger, c'est encore un type de collection qui détermine tout un mode opératoire, à mon sens. C'est un patrimoine qui appartient à beaucoup de catégories. Et là, je vous ai mis 3 images qui permettent vraiment de mesurer la variété du sujet. Des arts décoratifs, avec les montres 17e et des choses qui sont quasiment du domaine de la bijouterie, en passant par une horloge astronomique d'observatoire, donc un instrument de précision pour recherche astronomique, jusqu'à une pointeuse Lambert, donc l'objet qui a quand même réglé la vie de toute une part de nos populations et qui fonctionne encore. Moi-même, je me souviens avoir pointé à l'époque de mon travail à la mairie de Toulouse. Donc, des objets qui nous parlent d'énormément de sujets différents, qui ont tous, et ces 3 objets, vous pourriez les utiliser dans ce cadre-là, qui ont tous en message de base de nous dire que nous vivons depuis le XVIe siècle dans une société qui cherche à vivre dans un temps conventionnel, qui est différent du temps environnemental. On n'est plus, à partir du moment où on travaille sur de l'horlogerie, on n'est plus dans un univers qui est réglé par le rythme du soleil, mais par un temps conventionnel qui a 60 minutes dans une heure, etc. Et ce fait social, à mon sens, en termes d'interprétation des collections, est absolument fondamental. Il est fondamental pour toute une partie de notre histoire. Et donc, ces collections ont cet aspect que pour arriver à en extraire les significations et à les transmettre au public, il faut avoir des connaissances dans des champs très très variés. Déjà, c'est un problème en soi. Le deuxième aspect, c'est que ce ne sont pas des objets qui se résument à leur aspect visuel premier, c'est que c'est ce qui est à l'intérieur qui nous apprend énormément de choses. Or, ce qu'on cherche à apprendre par l'intérieur, ça implique de l'ouvrir, de démonter, et ce sont des compétences techniques spécifiques. Ce qui explique que moi, je suis allée du côté de cet apprentissage des règles de manipulation et d'ouverture pour pouvoir accéder vraiment au mécanisme. Donc des objets qui, en ce qu'ils sont eux-mêmes, en termes de signification au pluriel et en termes de manipulation et conservation, ont vraiment des problématiques qui couvrent un spectre très très large. Et donc je vais, au fil de quelques diapositives, traverser les différentes grandes problématiques qu'on rencontre dans la gestion de ces collections horlogères. La première, qui est vraiment du côté des équipes en interne dans les musées de manière générale, la documentation, la recherche, la manipulation des objets au quotidien. Je vous montre ici 2 exemples. Le catalogue de la collection Paul Dupuy de Toulouse, qui a été entièrement confié à un amateur éclairé, quelqu'un qui est un ingénieur électronicien de formation, qui a fait énormément de choses passionnantes pour l'aérospatiale à Toulouse, et qui était amateur d'horlogerie, et qui a repris le catalogue de la collection ancienne pour le remettre à jour, qui a fait toutes les photographies lui-même, et qui l'a republié au titre sous la direction du musée. Mais un cas où le chef d'établissement considérait qu'il n'avait pas la compétence en interne, et il l'a confié à quelqu'un en qui il avait confiance, dans la limite où le rédacteur du catalogue n'avait pas le droit de démonter quoi que ce soit, complexité pour décrire ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y avait à l'époque un horloger local qui était chargé de remonter les horloges pour celles qui étaient en fonctionnement et qui donc aidait quand il y avait besoin de faire des démontages. Donc déjà, un exemple assez ancien, on est autour des années 2000, mais de ce qui était faisable encore à l'époque. Et à droite, un cas très différent qui est la base de données du British Museum, qui à mon sens est l'une des meilleures bases en horlogerie qui existe à l'heure actuelle, puisqu'elle est conçue entièrement par l'équipe du musée. Donc la spécificité du personnel du musée, dans un certain nombre de musées anglais possédant des collections d'horlogerie, c'est que ce sont des horlogers de formation
qui deviennent des conservateurs. Et donc on arrive à atteindre un degré de précision dans les fiches descriptives qui font que c'est à la fois accessible au grand public, il y a un certain nombre de photos de base, et en même temps un chercheur en histoire des techniques, il trouve aussi son miel. C'est un niveau qui est assez difficile à atteindre si on n'a pas la compétence en interne pour approcher et étudier les objets, bien sûr. Un autre cas assez différent, Saint-Nicolas d'Aliermont, donc je vous ai montré une pointeuse Lambert plutôt dans le diaporama. La société Lambert est une société qui était basée à Saint-Nicolas d'Aliermont, qui est une petite bourgade près de Dieppe, qui a comme spécificité d'avoir une industrie horlogère depuis le XVIIIe siècle, donc un peu confidentielle au XVIIIe siècle, et puis après la Révolution, comme pour la région de Besançon, l'envoi de Paris d'horlogers chargés de monter une industrie horlogère spécifiquement dans ces régions. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pendule de Paris, dont on a vu de très beaux exemples au musée Manien hier, par exemple, ce sont des mécanismes qui s'étaient en grande majorité non pas produits à Paris, mais à Dieppe, près de Dieppe, à Saint-Nicolas et dans le Doubs. Alors évidemment, quand la compétence se perd, Saint-Nicolas d'Aliermont, c'était aussi à la suite de cette production de pendules de Paris, le développement des outils de mesure du temps type la pointeuse Lambert, et puis la marque Bayard, dont on connaît encore certains, je pense, ont grandi avec les réveils Bayard automates, dont l'usine a été fermée il y a quelques dizaines d'années, et une association d'horlogers locaux, d'anciens des usines, avait rassemblé une collection d'horlogerie qui était présentée à Saint-Nicolas d'Aliermont et qui a finalement été donnée à la ville, qui a très courageusement construit un musée tout neuf d'horlogerie avec un personnel attitré. Alors, moi j'étais intervenue dans ce musée il y a quelques années sur un projet qui consistait à faire un audit de la collection du XVIIIe siècle, c'est-à-dire regarder ce qu'il y avait dans les boîtes pour essayer de donner à l'équipe de conservation une vision de l'intérêt historique, la validité de ce qu'il y avait là, et puis aussi mesurer quelles interventions avaient été menées sur les mécanismes par l'association à l'époque où la collection était entre leurs mains. Et donc ça pose un problème très intéressant, en mon sens, sur les limites entre le public participatif, la compétence externe au musée, la compétence du personnel du musée, puisqu'en fait, ce petit musée fonctionne avec l'association qui n'a plus le droit de manipuler les objets, à part, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, pour l'opération de changement d'heure qui donne lieu à un événement de type animation. Mais en même temps, ils ont un atelier au sein du musée où ils restaurent des objets horlogers, mais apportés par des particuliers. C'est un musée très intéressant parce que vous avez d'un côté ces gens qui sont des anciens des usines qui ont, et on parlait de patrimoine immatériel, qui ont définitivement des compétences qui se perdent, mais qui ont un intérêt réel. Vous avez un personnel de conservation de l'autre côté qui n'est absolument pas formé à l'horlogerie et qui donc met en place les politiques d'animation et toute la partie gestion patrimoniale sans avoir de vraie prise sur le contenu même de la collection. Et la manière dont les deux trouvent un équilibre et une vraie collaboration est très intéressante à voir. Alors oui, ça a ses limites. Et dans le fond, j'en parlais avec la responsable récemment, les responsables du côté conservation butent toujours sur le fait que la connaissance réelle de la partie historique et mécanique et technique leur échappe. C'est un vrai problème de fond sur des collections aussi spécialisées. On est habitué en peinture, en dessin, en art décoratif à avoir la compétence du côté du conservateur. Sur des collections de ce type, c'est absolument quasiment impossible à l'heure actuelle de trouver des gens qui aient un profil adapté à ce type de collection. Donc moi j'étais intervenue dans le cadre de cette étude des horloges 18e de la collection, et j'intervenais dans les salles. C'est un musée qui n'est ouvert que l'après-midi. Et donc j'intervenais physiquement dans les salles puisqu'il n'y avait pas d'atelier, et l'après-midi quand c'était ouvert, j'avais dit je suis tout à fait d'accord pour que le public circule et qu'on discute. Donc c'était un côté qui était assez intéressant puisque ça permettait de discuter, de se rendre compte de quel est le public qui vient là, et il y avait vraiment des gens, des locaux, des gens qui ont un intérêt pour l'horlogerie et puis des gens qui rentraient par hasard, donc c'était assez varié.
Et puis, en même temps, on a terminé mon temps de ces 2 semaines d'intervention sur une formation pour l'équipe du musée et l'association, aux règles de conservation et de conservation préventive surtout, de manière à articuler les personnes qui nettoient dans les salles, expliquer à l'association pourquoi ils ne pouvaient plus toucher en termes de réparation les mécanismes, et permettre à l'équipe de conservation en place de mieux saisir l'articulation de ces différents aspects pour que puisse manager à plus long terme la collection. Donc ça, c'est des projets qui sont assez rares. Hein. Un autre cas qui pousse les limites bien plus loin, c'est cette société savante anglaise qui s'appelle The Antiquarian Horological Society, qui rassemble des amateurs d'horlogerie, des conservateurs de collections spécialisées, des collectionneurs, des antiquaires, des maisons de vente aux enchères, enfin une société savante dans toute sa diversité. Et je voulais vous présenter cet exemple, donc, qui vraiment est à mon avis intéressant à analyser sur le rôle de chacun ou quelles étiquettes on met sur quelle personne. C'est une vidéo qui est disponible sur YouTube, que je vous invite à regarder, qui est filmée en 2014 dans les salles du Science Museum de Londres au niveau de la collection d'horlogerie électrique. Et vous avez sur la droite le conservateur de la collection, qui était initialement spécialiste du transport et pas spécialement de l'horlogerie, mais qui appartient à cette société savante. Et puis de l'autre côté, le chairman de la société. Et tous deux sont en train de faire une sorte de happening horloger et muséal, puisqu'ils lisent la correspondance des années 30 entre un fabricant d'horloges électriques, qui s'appelait Hope Jones, et les conservateurs du musée de l'époque, qui discutent et qui constituent une collection d'horlogerie électrique pour le Science Museum, qui est celle qui est présentée derrière les participants. Donc, cette présentation, cette sorte de happening, avait lieu devant un groupe de passionnés d'horlogerie électrique dépendant de la société, et moi, je pose un peu la question platement, dans cette image même, qui est le spécialiste, qui est le professionnel et qui est l'amateur? Moi, à un moment, je me pose la question. Le chairman de la société passe 7 jours sur 7 à traiter des questions d'horlogerie au titre de la société savante et au titre d'autres activités horlogères qu'il a, et dans le cadre desquelles il participe à la gestion de collections d'horlogerie. Hein. Et de l'autre côté, le professionnel du musée, qui en l'occurrence n'est pas spécialiste d'horlogerie, mais qui présente dans ce cadre-là une correspondance qui dit tellement de choses et tellement en détail sur la manière dont on constitue une collection, sur la manière dont une collection de musée peut s'articuler avec un privé, puisque le personnage incarné par le monsieur sur la gauche était un industriel et qui propose de collaborer avec le musée pour créer une collection. Donc il est à la fois juge et partie. C'est vraiment c'est un échange de textes absolument passionnant. On ne s'attend pas forcément à voir des amateurs d'horlogerie se régaler de suivre ça un samedi après-midi pendant 1 heure au milieu des salles du Science Museum, mais c'est ce que j'ai vu. Et je pense que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'un professionnel et qu'est-ce qu'un amateur dans ce cadre de collection très pointu. En dernier exemple le Science Museum, en ce moment, pousse les limites très très loin dans le champ de l'exploration des limites entre musées et professionnels dans le champ horloger. Depuis 2015, la collection du Science Museum a été démontée et partie en réserve, et ils ont signé un accord avec le musée de la Corporation des horlogers de Londres, qui est une collection très ancienne, de manière à ce que la Corporation des horlogers présente toute sa collection d'horlogerie au sein du musée. Donc c'est un musée dans le musée. Et c'est un musée dans le musée pour lequel le Science Museum a signé un contrat sous-traitant toute la maintenance et la gestion de la collection à la Corporation des horlogers de Londres. Donc ça n'est pas seulement, ça n'a rien à voir avec la corporation donnant ses collections au Musée des Sciences. C'est un contrat de collaboration à égalité. Pour la Corporation des horlogers de Londres, ça leur apporte beaucoup plus de public.
pour le Science Museum, ça leur permet de parler d'horlogerie sans avoir à refondre toute leur collection ancienne et surtout sans avoir la compétence en interne sur ce type de collection. Donc ça, c'est la présentation actuelle dans les salles du Science Museum. La collection du musée des sciences de la corporation était plus ancienne, plus complète, moins thématique. Et donc, le musée y a vu un gain scientifique et un gain en termes d'approche du public. Donc, de manière un peu ironique, je vous ai mis cette dernière image de l'opération changement d'heure version corporation des horlogers de Londres. Et vous voyez, comparé aux collègues de Saint-Nicolas d'Arlièrement un peu plus tôt, les gants en plastique sont apparus. C'est un exemple très intéressant puisque c'est d'une reconnaissance de la part d'un grand musée national de la compétence de cette corporation dans la gestion des collections, et c'est aussi pour la corporation un moyen d'intégrer plus la médiation, de chercher un nouveau public et donc de se professionnaliser d'une autre manière. Donc voilà, au fil de ces exemples, ce que j'espérais vous montrer que les limites sur des collections aussi spécialisées sont, quand on n'a pas les compétences en interne, il faut savoir aussi peut-être élargir son horizon et admettre que les limites sont moins nettes que celles qu'on pense. Et pour étendre encore plus le sujet, je vous ai mis ici 2 œuvres définitivement mécaniques, définitivement conçues pour bouger, mais qui relèvent l'une de l'art contemporain et l'autre hors catégorie, qui sont une des machines de Jean Tinguely, qui définitivement est fondée sur des techniques horlogères, mais pour démontrer toute une série de thématiques chères à l'art contemporain. Et puis The Do Nothing Machine, qui est aussi visible sur Internet, qui est dans un petit musée d'ingénierie américain, un musée associatif, et qui est vraiment juste entre un rêve et une blague d'ingénieur. Alors entre les deux, énormément de points communs, mais dans les 2 cas, des objets qui brouillent toutes les limites. Qu'est-ce qui est art contemporain, qu'est-ce qui est de l'ingénierie du dimanche pour amuser les gens, qu'est-ce qui fait que celui-ci est un horloger professionnel et celui-là a été un artiste. Je pense qu'il y a beaucoup de questions ouvertes et beaucoup de questions à discuter sur cette thématique-là aussi. Voilà, je vous remercie. Un grand merci.